Les éléments constitutifs de la destinée. Dès notre premier souffle, nous portons en nous les marques d'une histoire qu'il nous semble ne pas avoir choisie. L'hérédité nous confère une forme unique, une architecture corporelle et psychique qui ne sera jamais reproduite à l'identique. Elle détermine la stature, la solidité ou la fragilité de l'ossature, la texture de la peau, la couleur des yeux, la qualité des organes. Elle sculpte également des dispositions plus secrètes. Rythme de la respiration et de la circulation, équilibre des forces vitales, tendance latente vers la santé ou la maladie. Mais elle ne se limite pas au corps. Elle dessine aussi les contours de l'intelligence, la vivacité ou la lenteur de l'esprit, la puissance de la volonté, l'acuité de la sensibilité. À cette empreinte première vient se superposer le milieu, vaste ensemble d'influences dans lequel nous sommes plongés dès l'enfance. Le cercle familial, par ses gestes, ses paroles, ses silences, imprime à notre être en formation une tonalité profonde, souvent durable. Les conditions matérielles, les habitudes de vie, l'ambiance affective modèlent subtilement notre croissance. Mais ce milieu intime est lui-même enchâssé dans un cadre plus large. Le tissu social et professionnel, les valeurs d'un groupe, le langage, les symboles et les récits qui nourrissent l'imaginaire. S'y ajoutent les forces du lieu, l'air vif des campagnes, la rumeur des villes, la proximité ou l'éloignement de la nature façonnent différemment le corps et l'esprit. Entre l'hérédité et le milieu se tisse une interaction incessante, complexe, souvent imperceptible. Un trait hérité peut s'épanouir ou s'éteindre selon les conditions qui l'entourent. Une aptitude innée, si elle rencontre un environnement favorable, devient talent. Dans un contexte contraire, elle se fige ou s'atrophie. Inversement, une faiblesse peut être atténuée, compensée, voire transformée, si les circonstances en font naître la nécessité. Mais ces échanges décisifs se jouent très tôt, dans les premières années, bien avant que la conscience du moi ne soit pleinement éveillée. Lorsque l'adolescent découvre qu'il est une individualité distincte, il se heurte souvent à cette architecture déjà bâtie. Un corps qu'il n'a pas choisi, des aptitudes qu'il n'a pas façonnées, un milieu dont l'empreinte est déjà très profonde. Cette prise de conscience, qui pourrait être une simple observation, se transforme parfois en révolte. Refus de l'héritage reçu, désir de rompre avec l'environnement qui l'a formé, etc. Pourtant, qu'on l'accepte ou qu'on le combatte, cette double racine, hérédité et milieu, demeure la matière première à partir de laquelle se développera toute la destinée. Elle fixe des limites, offre des possibles, et c'est dans cet entre-là que se joue la liberté véritable. Devant l'opacité du destin et l'impuissance à en pénétrer les ressorts, l'homme adopte des attitudes contrastées, souvent dictées par la blessure de son orgueil. Certains choisissent la révolte, attitude noble dans son élan, mais qui, si elle se fige, devient un combat stérile contre des forces qu'aucun effort ne peut soumettre. D'autres glissent dans le désespoir, se laissant absorber par une médiocrité volontaire, cherchant à étouffer la question du sens dans le vacarme de l'activité ou dans la grisaille des distractions toujours plus nombreuses. Il en est aussi qui, las d'affronter ce mur d'énigmes, tentent de revenir en arrière. Ils se replongent dans la religion de leur enfance, espérant y retrouver la sécurité d'autrefois, mais sans véritable transformation intérieure, se contentant d'un refuge plus que d'une reconquête. Ces voix, chacune à sa manière,
contournent le problème sans l'affronter. Elles maintiennent l'homme soit dans une opposition vaine, soit dans une fuite, soit dans un simulacre de paix. Pourtant, il existe un chemin plus exigeant, mais aussi plus fécond. Élargir et approfondir la conscience du moi. Il ne s'agit pas d'abandonner cette conscience, trésor durement acquis au fil des siècles, mais de l'affiner jusqu'à ce qu'elle devienne capable d'embrasser une part de ce qui aujourd'hui lui échappe. Par un travail d'attention, de lucidité et de force intérieure, elle peut apprendre à reconnaître les lois qui gouvernent ces régions obscures, et ainsi s'ouvrir à un ordre plus vaste que le sien. Dans cette perspective, la destinée cesse d'être un bloc opaque et hostile. Elle devient une structure complexe dont certaines lignes peuvent être comprises et peut-être réorientées. Accepter ne signifie plus se soumettre passivement, mais accueillir avec clairvoyance ce qui ne peut être changé et agir avec discernement sur ce qui peut l'être. C'est un mouvement double. Comprendre pour mieux consentir pour mieux agir. Ainsi, l'homme qui a su développer sa conscience jusqu'à ce point se libère de la peur et de la colère qui emprisonnent ses semblables. Il ne se berce pas d'illusions sur sa maîtrise absolue, mais il ne se considère plus comme un jouet entre les mains d'un hasard aveugle. Il avance avec l'assurance de celui qui sait que, si le sens complet de sa vie lui échappe encore, il peut néanmoins en saisir des éclats, assez pour orienter ses pas avec une force nouvelle et un regard lucide. Le chemin parcouru à travers les réflexions de ces podcasts révèle un paysage contrasté, où les obstacles se dressent avec autant de force que les potentialités qui sommeillent. L'homme moderne, armé de la conscience du moi, vit dans un monde où les problèmes globaux s'immiscent jusque dans son quotidien. Cette conscience, fruit d'une longue évolution, l'a rendu apte à se penser comme individu. Mais l'a aussi isolé des forces qui tissent sa destinée. Il se heurte à l'opacité du hasard, aux limites de son entendement, au poids immuable de l'hérédité et aux influences modelantes du milieu. Il découvre que dans ce duel entre son désir de maîtrise et les lois invisibles qui le gouvernent, sa volonté n'est pas souveraine. Face à cette réalité, plusieurs attitudes s'offrent à lui. Se révolter jusqu'à l'épuisement, se résigner dans une existence rétrécie, ou chercher refuge dans une foi retrouvée, mais non renouvelée. Toutes, à leur manière, sont des impasses, si elles ne s'accompagnent pas d'une transformation profonde. L'enjeu n'est pas de renoncer à la conscience du moi, mais de la porter plus loin, au-delà de son champ habituel, jusqu'à ce qu'elle puisse entrer en contact avec les régions où se prépare la trame du destin. C'est là qu'intervient la véritable invitation. Entreprendre un travail intérieur qui dépasse la simple réaction face au coup du sort. Il ne s'agit pas de supprimer la révolte, mais de la transfigurer en une force de compréhension, capable de regarder le réel sans se laisser paralyser par sa dureté. Accepter n'est plus subir, mais intégrer lucidement ce qui est, pour en dégager une liberté plus haute et plus grande. Ainsi s'ouvre la perspective d'un approfondissement à venir, explorer les voies par lesquelles la conscience humaine peut croître, se déployer et peut-être franchir les frontières qui la séparent encore du domaine de la destinée. Car c'est en élargissant ce regard intérieur que l'homme pourra, un jour, comprendre et habiter pleinement le sens de sa vie, non comme une énigme qui l'écrase, mais comme une œuvre à laquelle il participe en connaissance de cause.